La culture d'entreprise doit être incarnée par des expériences fortes. Quand t'es pas d'un métier, faut payer pour apprendre le métier ou alors faut s'entourer de gens qui savent. J'ai construit ma légitimité, mais j'ai trouvé que ce qui m'a le plus retenu, en fait, c'est mon syndrome de l'imposteur. J'ai une vision de l'entreprise où la première responsabilité de l'entreprise, c'est sa tribu. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Habitant, CEO du groupe Châteauforme, une entreprise familiale devenue incontournable dans l'accueil de séminaires et d'événements d'entreprise avec une approche singulière qui met l'humain et la convivialité au cœur de tout ce qu'elle entreprend. Benjamin a grandi dans l'entrepreneuriat, d'abord comme observateur privilégié aux côtés de son père Daniel, fondateur emblématique du groupe. Après avoir expérimenté par lui-même les réalités de l'entrepreneuriat hors des murs familiaux, il a rejoint Châteauforme avec l'envie forte d'y apporter sa propre vision. Sous son impulsion, Châteauforme s'est transformé en entreprise à mission, confirmant sa conviction profonde que performance économique et impact humain peuvent et doivent aller de pair. Dans cet épisode, nous allons parcourir ensemble son histoire personnelle, sa vision du leadership, les choix courageux qu'il a façonnés, le dirigeant qu'il est aujourd'hui. Et puisque nous partageons tous les deux la conviction que l'entreprise peut être un puissant levier pour changer le monde, nous parlerons également de ce qui l'anime, de ses inspirations et du pourquoi derrière chacune de ses décisions stratégiques. Je suis très heureux de le recevoir. Salut Benjamin. Salut Arnaud, merci beaucoup pour cet accueil. J'aime bien toujours dans le podcast démarrer par une présentation de l'invité en montant le plus loin possible. Donc est-ce que tu peux nous dire où tu es né, où tu as grandi ? Je suis né à Versailles. Ouais. Et rapidement, à partir de l'âge de 8 ans, j'ai grandi en Suisse. Ma maman a eu un pépin de santé à la naissance de mon petit frère qui a fait que mes parents ont voulu changer de vie. Et en faisant un screening de là où ils voulaient aller vivre, ils ont atterri au bord du lac Léman en Suisse. Sympa, bel environnement. Ouais. Et moi, j'ai grandi dans cette deuxième partie de leur vie en Suisse, de 8 à 18 ans, où j'ai fait mes études en pleine campagne, à 40 km de Genève. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Déjà une volonté d'entreprendre ou Écoute, pour moi, ça s'est plutôt exprimé d'abord par de la créativité sur plein de domaines et une passion pour le théâtre assez jeune. Mais on a eu une aventure familiale particulière. J'aime bien dire que mon père a toujours traité ses entreprises comme une famille et sa famille comme une entreprise. Et donc nous, depuis tout petit, on a notre séminaire annuel familial où mon père nous partage l'état de la fortune, là où en sont ses entreprises, ses décisions stratégiques, en totale transparence, ce qu'on a dépensé, ce qui est rentré. Chacun d'entre nous dans la famille, parce que j'ai 3 frères, on est 4 garçons, présente son budget, sa vision, ses objectifs de l'année. Et j'ai pas de souvenir de pas avoir fait cet exercice. Alors tout petit, c'était un peu édulcoré. J'avais pas d'argent de poche, mais je présentais un budget. Cette année, j'aimerais m'acheter un vélo. Il faut un budget pour mon Sciences et Vie junior. Et quand je recevais tout morcelé par mois, et quand j'avais pas assez quand j'avais pas gardé dans mon budget de la place pour le vélo, je devais aller renégocier avec mon père ou voir maman. Mais en tout cas, on a eu cette gestion familiale avec vraiment ce qu'on fait en entreprise, la définition d'une vision commune à la famille, en complément de nos visions individuelles. Et c'est là que mon père, pour moi, a éveillé en nous le goût de l'entrepreneuriat. T'es vraiment tombé dedans, en fait. Ouais. T'as toujours vécu dans exactement, un comme environnement Obélix. d'entrepreneur. Je ne sais pas ce que c'est de pas avoir vécu comme ça. Avec cette particularité de dire, tu peux entreprendre dans tous les domaines, mais il faut que tu te mettes en position active d'avoir du contrôle sur ton emploi du temps, sur ton destin, sur tes décisions, peu importe ce que tu décides de faire. Si tu veux être acteur, est-ce que tu peux créer un groupe, monter un spectacle, acheter un théâtre, si tu veux être médecin, pareil, mais il faut que tu sois actif. Et je pense que ça a une base spirituelle chez lui. Tu disais que tu étais passionné de théâtre dans ton enfance, une volonté d'entreprendre dans le théâtre à un moment donné, ou d'en faire une carrière ? Je me suis posé la question. Et mon père m'a dit, étudie le commerce, tu verras qu'il y a beaucoup plus de théâtre qu'on ne croit. Et j'avais eu la chance d'aller le voir lui dans ses séminaires à l'époque du groupe Grand Vision,
où effectivement, il montait sur scène devant des milliers de personnes et il n'était pas loin du show. Alors c'était plus cadré que ce que moi j'aime faire aujourd'hui, mais aujourd'hui chez Château Forme, je me fais plaisir. Je joue, je fais des accents, j'écris des trucs. Enfin, il y a une vraie partie théâtrale dans mon métier, ça c'est sûr. Donc tu dis, tu as fait des études de business, Ouais. commerce. J'ai fait des études d'entrepreneuriat aux États-Unis, dans une université spécialisée là-dedans. D'ailleurs, qu'on a découvert familialement parce que le cofondateur de Château Forme, Jacques Horowitz, qui était prof de marketing, avait été recruté, en tout cas pour essayer d'enseigner dans cette université qu'il avait trouvée intéressante. Et c'est comme ça que nous, on en a entendu parler. Tu as senti une pression de reprendre les affaires familiales? Écoute, le parcours de mes parents, ils ont créé la première entreprise ensemble, Photoservice. Parce que ma mère était photographe et mon père était auditeur. Et ensuite, cette entreprise a bien marché et ils en ont créé d'autres. Mais un jour, le groupe était coté en bourse et le prix de la croissance, ça a été que mon père s'est dilué. À un moment, ma mère a fait le choix de s'occuper de nous et du reste de nos activités pour permettre à mon père de faire que travailler. Comme l'action se traînait, parce qu'elle était... la bourse n'est pas vraiment compatible, je pense, avec nos valeurs humanistes, en tout cas familiales. L'action se traînait en bourse et mon père est parti un matin en disant je vais racheter le groupe à la bourse. Et à la fin de la journée, il est revenu en disant waouh, en fait, non. Il y a eu une OPA hostile et j'ai perdu le groupe. Ça t'a marqué, ça? Ouais, ça m'a marqué, mais surtout dans notre volonté familiale, on s'est dit, ok, il faut que tous on soit en capacité de créer de la richesse, en capacité de trouver des entreprises et de monter des projets. Il n'y avait pas une pression de reprendre, puisque ce qu'on aurait pu vouloir reprendre n'était plus là. Vous avez vécu cette expérience en vous disant, on va faire les choses autrement maintenant? La bourse est finie, on va rester... Ouais, mettre à bord en fait. Ouais. Que notre vision de l'entrepreneuriat, tu profites des succès et tu meurs avec tes erreurs, mais c'est toi qui as été aux commandes de ton destin. Aujourd'hui, je trouve que les générations ont changé, et notamment, tu vois, quand je regarde le modèle de Château Forme ou d'autres modèles, je pense que les gens veulent être plus responsables de leur destin. Et qu'il faut trouver, je vois mon frère qui est dans l'optique et l'audition avec une société Acuitis, il a commencé par faire des succursales et a pivoté vers un modèle de franchise qui est plus vertueux. Les responsables de magasins sont plus heureux quand ils sont franchisés, ils sont plus rentables aussi, parce qu'ils ont une autre vision, une autre approche. Et donc je pense que permettre aux gens d'entreprendre, en fait, c'est une voie qui, moi, en tout cas, je pense correspond mieux aux aspirations des gens aujourd'hui. Mais à quel moment tu t'es dit, dans tes études ou après, je vais entreprendre et je vais lancer mon projet? En fait, j'avais identifié une opportunité. Mais si je refais un peu mon parcours, j'ai fait mes études aux États-Unis, des études en entrepreneuriat, entre 2007 et 2011. Et on parlait que de la Chine qui va manger le monde, la grande puissance, etc. Et donc, j'avais eu envie d'explorer la Chine. Et donc, je suis parti faire un master en langue et culture chinoise à Shanghai. Et déjà que les États-Unis, ça avait été un pas de côté culturellement. Là, la Chine, pré-Google, pré-tout ça, j'ai pris une vraie compréhension de ce que c'était les paradigmes et les différences culturelles. Quelles sont ces différences culturelles? Elles sont nombreuses. Quand j'arrive en Chine, déjà, je ne savais pas ce que c'était, tu sais, ce fameux film Lost in Translation. C'est-à-dire que ne rien comprendre à ce qui se passe autour de toi. Plus être capable de lire, plus être capable de communiquer sur des choses simples, aller à la banque pour ouvrir un compte et y passer 8 heures, recevoir des factures à la maison. Mais tu n'es pas capable d'identifier que c'est des factures. Google Lens n'existe pas. Un dictionnaire chinois fonctionne complètement différemment. Et donc, je me retrouve avec des lettres à la maison et je ne veux pas payer. C'est peut-être des prospectus, en fait. J'ai aucune idée de... Donc, je garde du cash à la maison parce que je paye l'électricité, l'eau et le chauffage uniquement quand il y a un mec qui vient me le couper. Tout ça, c'est des petits exemples. Mais aussi la taille. Moi, l'université où j'arrive, elle fait 48 000 étudiants. On est 4 dans mon master. Et je mets 2 jours sur place à trouver le bureau de là où je vais pour m'inscrire. Mais du matin au soir, je marche dans cette ville à la recherche du bureau des étudiants internationaux que je ne trouve pas, quoi. Donc, ça m'a désarçonné et m'a rendu très confiant dans ma capacité d'adaptation. Et après, des différences plus profondes, philosophiques, culturelles, sur le mode de management. Dans le monde occidental, on a cette recherche très forte de la liberté comme une valeur suprême. En Chine, pas du tout. C'est l'harmonie.
la recherche d'harmonie qui drive beaucoup de choses. Et donc, me retrouver à avoir des débats sur les bienfaits de la démocratie, ça ne m'était pas arrivé. Mais des gens qui m'ont dit, mais t'as voté, toi? Et ça a changé quoi, vraiment pour toi, le fait de voter? Donc, j'ai pris un vrai bain, en fait, qui m'a décentré. Et donc, quand je reviens en Europe, cette expérience m'a enrichi, mais j'ai aucune idée de quoi faire. Et donc, sous les conseils familiaux, je vais faire un stage dans le private equity pour 2 fonds différents où j'apprends l'entreprise par les chiffres. Mais ça ne correspond pas du tout à l'aventure humaine que mes parents m'ont décrit dans le monde de l'entreprise. Et donc, je suis frustré par cette expérience d'analyse de plein d'entreprises par les chiffres, surtout que je suis moins analytique qu'intuitif. Et j'ai une envie de terrain vraiment importante, folle. Et j'ai mon meilleur ami qui est un chef médiatisé en Suisse à l'époque et qui me dit, est-ce que tu veux pas qu'on ouvre un resto ensemble? Et donc je plaque tout pour aller ouvrir un resto bistronomique à Genève contre l'avis de ma famille, mais avec leur argent. Alors comment s'est passée cette expérience? Écoute, ils ont eu l'intelligence de me laisser faire mes erreurs. On a fait plein de réunions ensemble où ils m'ont dit, mais attends, t'as pas vraiment de concept, c'est un restaurant de chef, tu vas avoir moins de marge, ok, tu vas avoir des clients qui vont venir, mais t'as pris un énorme restaurant. Donc ils m'avaient fait tout un plan de tous les risques qu'il y avait, et ben ils avaient raison. Et on a fait plein d'erreurs. D'un point de vue stratégique, d'un point de vue business. Par contre, j'ai vécu la vraie aventure humaine. J'ai recruté des gens géniaux, hyper pointus. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie que pendant cette année-là. Mais quand t'es pas d'un métier, faut payer pour apprendre le métier, ou alors faut s'entourer de gens qui savent. Mon meilleur pote, Ben, avec qui j'ai ouvert ce restaurant, a appris avec moi en fait sur ce projet-là. Il avait fait d'autres parties du métier de la restauration avant. Mais ce projet-là, il y avait une équation économique difficile à trouver et on a appris ensemble. Mais ça a coïncidé avec le fait que cette année-là d'ouverture du restaurant a coïncidé avec le fait que familialement, on remonte au capital de Châteauforme. Et à un moment, l'équation pour moi marchait plus. On a travaillé trop dur, on a trop sué dans ce restaurant pour qui péclote. Et je sais qu'on aurait pu le trouver, son positionnement, et trouver le temps, mais il aurait fallu passer 5 ans à bosser que sur ce projet-là. Et le coût d'opportunité était trop grand. Mais ça a appris aussi, ça a été une grande leçon dans ce que c'est être la tête dans le guidon. Parce que quand tu fais 90 jours d'opérationnel de suite, sans week-end, parce qu'on était ouvert 7 jours sur 7, tu n'as plus la clarté de prendre les décisions. Et j'ai compris que le rôle de dirigeant, et moi, patron de ce navire-là, assez vite, j'ai pris des décisions qui étaient erronées parce que j'étais trop la tête dans le guidon, justement. T'as des regrets de cette expérience? Non, j'ai pas de regrets. Mon père est très riche d'aphorismes et de maximes qu'on aime bien essayer de cultiver. Donc, un des trucs qu'on se dit, c'est que quitte à faire, faut faire grand. Mais quand tu apprends un métier, tu vois, on avait 80 places à l'intérieur et 100 places en terrasse. C'était un très grand resto pour faire de la bistronomie. On aurait dû faire quelque chose de plus petit. Et on aurait trouvé notre équilibre plus facilement, etc. Là, on a essayé de faire. T'as vu très grand dès le départ. Exactement. Ouais. Un peu trop grand pour notre non-connaissance du métier à cette époque-là. Et donc ça coïncide avec le moment où finalement Châteauforme t'appelle. Exact. Est-ce que avant qu'on parle de ton rôle, tu peux nous parler de Châteauforme? Mon père, avec ma mère, a d'abord créé Photoservice. Et l'idée, c'était de faire des photos en 1 heure. Et ensuite, il a fait Grand Optical, la Générale d'Optique, et ils ont construit ce groupe qui s'appelait le groupe Grand Vision, où tous les concepts de retail avaient un ADN commun d'une très haute qualité de service. Et Jacques Horowitz était le patron du marketing et de la formation du groupe Grand Vision, le meilleur ami de mon père. C'est lui qui formait à la qualité de service. Et Jacques s'indignait souvent que les lieux dans lesquels il essayait de faire passer ses messages ne reflétaient pas la qualité de service qu'il clamait. Et donc, c'était une dissonance cognitive qui n'aidait pas l'expérience. Et donc, il voulait un lieu qui soit en accord. Mais il s'en plaignait tout le temps. Et donc, mon père déteste les gens qui s'indignent. Et il pique tout le monde en disant, soit tu fais quelque chose, soit tu te tais. Et un jour, il a dit ça à Jacques en public. Jacques l'a très mal vécu. Et le lundi, il est revenu avec 1 à 4. Et c'était le concept Châteauforme. Et il a dit à mon père, j'ai 2 mauvaises nouvelles. 1, tu perds ton directeur de la formation et du marketing. Et 2, il me faut 3 millions pour commencer. Et en fait, mon père et Jacques se sont associés. Et ils ont transformé la maison de Jacques dans le premier Châteauforme, où Jacques a reçu les collaborateurs du groupe de mon père pour les former, chez lui, comme à la maison, avec sa femme et ses enfants.
Et en fait, le concept Château Forme est né comme ça du besoin direct du groupe Grand Vision. Il se trouve que les entreprises et les entrepreneurs que mon père et Jacques connaissaient ont commencé à appeler en disant « Ah, mais apparemment, tu as un château, tu fais des séminaires, est-ce que nous, on peut venir ?» Au départ, ils l'ont prêté, puis au bout d'un moment, ils se sont dit « Attends, on va commencer à le louer. » Et donc, ce n'était pas une étude stratégique particulière, le groupe Château Forme, c'était un château dans lequel Jacques et mon père ont mis en place cet ADN particulier sur la qualité de service et où on recevait comme à la maison les collaborateurs. Mais dès le début, il a voulu quand même en faire un business, quoi. Il a dit ça peut être un business, quoi. Ouais, mon père, en tant que serial entrepreneur, avec Jacques, avait déjà identifié ça. Mais en fait, c'est venu assez vite. Mais les premières fois, non. Le tout départ, Jacques pensait qu'il pouvait commercialiser. Et mon père disait, nous, on va déjà venir avec nous et on verra bien. Et parce que Jacques avait, dans son passé de prof, avait déjà enseigné ces choses-là de manière professionnelle. Et là, il a mis tous les ingrédients qu'il avait vus un peu partout dans Château Forme. Et donc moi, c'est une entreprise dans laquelle j'ai grandi, mais sans l'avoir dans mon schéma mental de choses où je pourrais aller travailler. Et, par exemple, le premier château qui était la maison de Jacques, moi j'ai appris à faire du vélo là-bas. On a passé un nombre d'années, d'été importants là-bas. Et Jacques s'en est occupé jusqu'en 2014, pendant que mon père gérait d'autres affaires. Et Jacques est décédé brutalement en 2014. Et à ce moment-là, dans sa croissance, Jacques avait pris un fonds au capital. Et le fonds a demandé à mon père, au décès de Jacques, de venir faire l'interim management. Donc en 2014, mon père vient aux commandes opérationnelles de Château Forme. On a trouvé que c'était une belle endormie et on en a fait une entreprise familiale. L'entreprise faisait quelle taille à ce moment-là ? Elle faisait, je pense, à peu près 70 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on en fait 300, avec 80 châteaux ou maisons dans 7 pays. À quel moment tu te dis que tu vas y aller, en fait ? Comment ça se passe ? Moi, la suite logique, quand je regarde ma vie, il y a eu cette première expérience où j'ai vu de private equity, où j'ai vu l'entreprise par les chiffres et où je crevais d'envie de vivre l'aventure humaine. Et ensuite, j'ai fait l'aventure humaine avec des gens géniaux, une équipe, tout ça, et pas de réalité économique, en fait, dans ce restaurant. Pas de chiffres. Et donc, je me suis dit, OK, quand tu fais que des chiffres, c'est pas pour toi parce que c'est pas ta vision du monde. Et si tu fais que de l'humain sans chiffres, tu finis par trahir les gens qui te rejoignent dans l'aventure parce que tu dois les amener à bon port et que moi j'ai fait faillite et il y a des gens que j'ai laissés sur le carreau. J'ai pas laissé d'ardoise, j'en suis fier, mais j'ai laissé des gens où il y a des gars qui ont quitté des jobs dans des 3 étoiles Michelin pour venir tenter l'aventure avec nous et qui se sont retrouvés au bout de 12 mois le bec dans l'eau. Et donc je me suis dit, OK, arrête d'essayer de faire par toi-même, mets ton ego de côté, tu as la chance d'avoir un père qui a trouvé cet équilibre entre business model et aventure humaine, va voir comment ça se passe chez Château Forme. Et donc au départ, j'y vais vraiment qu'avec cette idée d'y passer 6 mois, de suivre mon père, de comprendre comment il fait, de repartir faire mon aventure à moi. Qu'est-ce qui fait que finalement tu y es encore et que tu l'as, on va venir sur la manière dont tu l'as transformé et que tu as continué à la faire vivre, mais... Écoute, c'est les talents de Château Forme. J'adore la collection d'individus qui œuvrent ensemble dans cette boîte. J'adore résoudre des problèmes avec eux. Moi, j'ai rarement vu ça. Une boîte où les gens partent en vacances ensemble, où les gens adorent passer du temps ensemble et où les fondamentaux de la boîte sont merveilleux. On redonne vie à du patrimoine. On accompagne des gens dans des transformations de vie personnelle. Et tout ça, ce n'est pas des grands plans de l'entreprise. C'est des initiatives individuelles de gens. Quand j'ai fait ce premier Vie ma vie de 6 mois chez Château Forme, j'ai découvert des histoires incroyables. Une maîtresse de maison, une femme de chambre dans d'autres hôtels, qui a eu des problèmes à la maison avec un mari violent, et où l'équipe du château est allée la chercher. Elle a été logée dans le château pendant 6 mois, le temps de se retrouver. Et le mari est venu un jour énervé, méché à la grille, et c'est l'équipe du château qui l'a défendu. Donc, et des histoires comme ça, j'en ai des centaines. Et donc je me suis passionné pour l'aventure humaine vraiment qu'est Château Forme. Tu disais 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est combien de châteaux, c'est quelle offre, Si je te le fais chronologiquement, c'est ces châteaux-là, les châteaux au vert, donc c'est des espaces de séminaires résidentiels, principalement dédiés à la formation. C'est pour ça qu'on appelle ça Château Forme, c'est formation. Parce que le repeat business, notre cœur de métier, c'est la formation, mais on reçoit aussi tout autre type d'événement, de la récompense. Et ça, le premier a été ouvert en 96.
Et nos clients nous ont plébiscité et assez rapidement, ils nous ont dit c'est super les châteaux, mais on aimerait venir en ville. En fait. Parce que des fois, on ne veut pas faire toute la distance, on veut faire des boards, on veut faire des réunions spéciales ou des journées de formation. On aimerait que vous ayez des lieux dans Paris. Donc, 2004, on ouvre des lieux dans Paris. 2007, il y a des gens qui nous demandent de venir à l'international pour accompagner différentes filiales dans différents pays. Donc, on commence à s'ouvrir à l'international. En 2014, on rentre aussi dans l'événementiel à Paris, avec des lieux comme la Salvagram ou les docks de Paris, et avec un traiteur qui s'appelle Nomade, pour devenir un acteur en France complet de l'événementiel d'entreprise. En fait, nos clients ont deux besoins, on sait répondre à tous leurs besoins dans l'événementiel. Après, on a ouvert tous les pays aussi avec des frontières avec la France, donc la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. On a commencé à bien densifier ces pays, et dans un monde post-Covid, il y a eu des choses qu'on avait anticipées avant, mais qui se sont vraiment concrétisées récemment. Et c'est notre dernier né, et j'en suis très fier, c'est Châteauforme Inside. Et en fait, c'est les entreprises qui nous disent avant, vous étiez les vacances de nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a des grands challenges pour faire des bureaux, des lieux de culture d'entreprise et surtout des lieux de collaboration. Et donc, aujourd'hui, on va mettre nos savoir-faire à leur service en gérant. Tu viens intégrer l'expérience Châteauforme dans les entreprises. Exactement. L'accueil, la nourriture, l'aménagement. On est capable de tout faire, basé autour du clé de voûte de notre concept, les couples d'hôtes. Il y a eu un moment d'accélération, enfin un moment dans la vie de l'entreprise où vraiment vous vous êtes dit ça y est, ça explose, là on tient quelque chose, et puis le concept a pris, et vraiment on accélère. Il y a eu un point charnière. De 2014 à 2020, on a vraiment accéléré. Et là, Châteauforme Inside, c'est une très très forte accélération post-Covid. Là, les 2 dernières années, on est passé de moins de 1% du chiffre d'affaires à 10% du chiffre d'affaires. Et on a une très forte demande. Comment t'expliques ça d'ailleurs ? La première chose, c'est que la culture d'entreprise doit être incarnée par des expériences fortes. Et notamment le télétravail ou les nouveaux modes de travail, en tout cas en distanciel, etc., fait qu'il faut incarner, il faut avoir un lieu, une vitrine en fait de la vie de l'entreprise. Et notamment dans les services, j'ai l'impression que dans les magasins, c'est plus facile quand il y a quelque chose qui incarne ou un produit qui peut incarner et rassembler. Sinon, le bureau, en fait, ça devient le lieu de vie de l'entreprise. Et pour ça, il faut qu'il reflète la culture de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant ? Comment on décide de... Et donc, toutes c'est des questions à se poser et à incarner. Et je pense, et c'est ma conviction avec Châteauforme aujourd'hui, que l'engagement qui te permet de mieux retenir les talents et tout ça, en fait, c'est assez facile de l'incarner dans ce lieu-là pour faire la différence par rapport à d'autres entreprises. Mais qu'il soit un truc que tu n'aies pas besoin d'expliquer. Que ce ne soit pas un poster sur le mur, mais que... C'est bien de mettre un poster aussi, mais si je te mets un poster sur la générosité et que tu dois payer ton café 1,10 €, tu es en dissonance cognitive, il y a un décalage. Alors que si je ne te parle pas de générosité, mais que tout est très généreux, tu sais que l'entreprise est bienveillante vis-à-vis de toi. Une des premières choses, mais tout du moins un des faits marquants de ta direction, c'est d'avoir transformé l'entreprise en société à mission. Tu peux nous raconter pourquoi tu as fait ça, quelle était l'idée, l'objectif Mon père a toujours eu des valeurs très fortes, mais elles étaient incarnées par lui et son équipe de direction. Et je suis marqué notamment de cette aventure du groupe Grand Vision, où quand mon père avait dans tous les magasins une plaque qui disait « Je vous donne tous les droits pour satisfaire nos clients, quel qu'en soit le coût, et sans demander la permission à quiconque. » Et ça, c'est quelque chose qu'on a reproduit dans la culture Châteauforme. Et j'invite à ceux qui nous écoutent à faire le test, demander à leur couple d'hôtes des choses folles, vous verrez qu'ils le feront. Parce qu'on fait le pari sur la durée de vie du client. Mais ces valeurs-là, et quand il y a des gens qui rejoignent une entreprise pour ces valeurs, notamment chez Châteauforme, et les couples d'hôtes qui sont vraiment la clé de voûte de l'articulation de notre entreprise, les deux, ils quittent leur job, ils prennent le même job dans la même boîte, et ils quittent leur maison pour aller vivre dans un château. Donc j'ai une forte responsabilité vis-à-vis de ces familles. Et le fait de devenir société à mission, on a formalisé quelque chose en plus, mais on avait déjà tout cet héritage de culture particulière, et on l'a formalisé en devenant société à mission, et ça a tranquillisé
tous ceux qui nous ont rejoints, de dire ok, c'est pas dépendant de vous et du management et de son bon vouloir, c'est inscrit dans les statuts de l'entreprise, et si quelqu'un, ou s'il devait se passer quelque chose, et si quelqu'un devait reprendre l'entreprise, ce qui n'est pas ma volonté, je précise, alors il ne pourrait pas faire ce qu'il veut sur ses valeurs. Ce modèle humaniste est inscrit à la constitution de l'entreprise. Donc c'était pour rassurer sur la pérennité de ces valeurs, de cette culture, et de moins la lier à votre histoire familiale. Exactement. Et ça a eu des vertus connexes, si tu veux. Mais moi, ma volonté personnelle, c'était celle-là. Même pas les clients. Les clients, c'est venu après. Les clients qui disaient, c'est chouette, vous êtes entreprise à mission, ou entre entreprises à mission, on essaie de se soutenir. Mais c'était vraiment une volonté de donner un peu de justice à ces clients. Moi, dans mon restaurant, j'avais vécu comme... J'avais eu le sentiment de trahir ceux qui m'avaient rejoint. Et là, je voulais vraiment rassurer ceux qui font le choix de nous rejoindre pour la mission de Châteaufort, et pour l'engagement qu'on prend, que ça serait pérenne dans le temps et pas dépendant d'une personne. Tu te considères comme un dirigeant engagé ? Tu sais que non. C'est ma manière d'être dirigeant, mais j'ai pas l'impression d'être militant. Mais par contre, j'ai une vision de l'entreprise où la première responsabilité de l'entreprise, c'est sa tribu, c'est ses collaborateurs, ses fournisseurs, et que l'entreprise, pour moi, c'est un peu un animal politique en fait. L'entreprise se comporte comme j'essaye de faire en sorte d'avoir une entreprise qui se comporte comme j'aimerais que les entreprises se comportent. Et donc, on fait des règles et on fait plein d'exceptions. Et ça, c'est quelque chose que je défends. Parce que la vie fait qu'il faut savoir ajuster, il faut savoir... et que ma responsabilité, et nous on appelle ça la roue du bonheur, des collaborateurs heureux font des clients heureux, et c'est les clients heureux qui font des actionnaires heureux. Mais il y a trop de gens qui essayent de commencer par la shareholder value en disant ok, on va être client-centric, on fait tout pour le client, et comme ça on va avoir des actionnaires heureux. Mais les collaborateurs... Il y a eu un moment où tu t'es dit en fait la manière de gérer un business aujourd'hui, la bonne manière de gérer un business, c'est celle-ci. Dans ce sens, j'ai la chance de suivre dans les pas de mon père, qui est arrivé en France avec rien, ni diplôme, ni même papier au départ, et s'est construit, et en ayant autant d'expériences de travail différentes, lui, il avait deux volontés en se lançant dans l'entrepreneuriat. Vivre une aventure humaine et s'enrichir. Et faire que les gens qui le rejoignent dans cette aventure humaine, eux-mêmes, participent à cette aventure, donc prennent plaisir. Quand je dis l'aventure humaine, c'est prendre plaisir en équipe, à vivre ensemble, à résoudre des choses ensemble, et s'enrichir. Et donc, mon père a l'habitude de dire, si on avait pu vivre l'aventure humaine et s'enrichir sans clients, je vous jure, on l'aurait fait. Mais on n'a rien trouvé que mieux que d'avoir des clients. Donc, comme on a des clients, eh ben, il faut les aimer. Parce que c'est eux qui nous permettent de vivre cette aventure humaine et de s'enrichir. Et donc, pour moi, c'est des rôles différents. Les talents de l'entreprise doivent aimer les clients et s'occuper d'eux. Mais le rôle du dirigeant, c'est pas les clients, c'est les talents. C'est intéressant, je trouve, que tu dis ça. Parce que je trouve qu'il y a vraiment différents points de vue. Bien sûr, mais ça dépend des métiers. Châteaufort est unique sur son segment de marché. On est les seuls à faire que du B2B. Et donc, dans mon métier, c'est l'offre qui crée la demande. Il n'y a personne qui m'a demandé d'ouvrir un château pour faire uniquement du séminaire sur les bords d'un lac à Munich. Pourtant, on va ouvrir en novembre un nouveau château sur les bords du lac à Munich. Et il faut que les gens que j'ai là-bas s'occupent de mes clients. Mais moi, mon rôle, c'est trouver le lieu, le construire et donner toutes les ressources à une équipe pour pouvoir recevoir. Donc moi, j'ai un métier où l'offre crée la demande, vraiment. C'est quoi ton ambition ? Au-delà de donner une deuxième vie à du patrimoine et à accompagner les entreprises dans leur réflexion de transformation, en fait, en donnant un cadre où ils réfléchissent un peu différemment, ce concept de recevoir différemment comme ça a déjà fait ses preuves partout. On a eu un Châteaufort en Chine, donc l'histoire s'est pas bien passée avec notre partenaire chinois qui nous a amené à fermer cette antenne. Mais les 2 ans où on a été ouvert et où on a été aux manettes de ce lieu, il y avait de l'appétit, il y avait de la demande pour la manière dont on fait l'hospitalité, même en Chine. On est déjà dans 7 pays, donc j'ai beaucoup d'ambition. À court terme, je veux doubler la taille de l'entreprise et j'ai une vision très patrimoniale de cette entreprise parce que son activité me plaît. Je me vois bien travailler mes 40 prochaines années chez Châteaufort à la développer dans les nouvelles modalités qu'elle voudra bien prendre.
mais à faire vivre cette aventure humaine et cette culture humaniste. Ouais. Il y a eu des moments difficiles. J'ai été très regardé au début, mais j'ai eu la chance, d'avoir un papa très transparent. Le premier jour où je suis arrivé, il a dit « Châteauforme est une entreprise familiale et ce sera lui l'héritier ». Au moins, c'était dit. Il n'y avait pas de sous-entendu. Il ne m'avait pas prévenu qu'il dirait ça comme ça. Je ne pense pas que lui l'ait intellectualisé, mais en tout cas, ça a tué le débat sur est-ce que peut-être, comment ça va se passer. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que moi, je suis venu... je ne pensais pas que ma première aventure entrepreneuriale, ce resto, serait un échec cuisant financièrement. Et donc, moi, j'ai beaucoup souffert dans cette période du resto, psychologiquement, même physiquement, à travailler, essayer de faire les 3 jobs pour baisser mes coûts, etc. Donc, je suis arrivé là, rincé, j'avais pris 3 semaines de vacances, et je suis arrivé là avec une très, très grande humilité, en disant, bon, j'ai essayé, moi, je me suis complètement planté, je viens apprendre de tout celui dont je peux apprendre quelque chose. Donc après, j'ai fait un parcours d'abord de 6 mois avec mon père où je l'ai collé comme une ombre pour voir comment lui fonctionnait. Et je faisais des rapports à la fin de chaque réunion. Je disais, tiens, j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont il faut fonctionner, ce que toi t'as dit. Je faisais des rapports ouverts à la fin de chaque réunion. J'avais la parole. Et au bout de 6 mois, je me suis lancé dans l'opérationnel, mais à la base, quoi. Donc j'ai fait tous les métiers d'une maison. Après, j'ai eu une maison en charge. Et ce parcours d'intégration, si tu veux, un peu long jusqu'au Covid, qui a un peu interrompu ça a duré 5 ans. Donc j'ai construit ma légitimité petit à petit, avec du challenge. Mais j'ai trouvé que ce qui m'a le plus retenu, en fait, c'est mon syndrome de l'imposteur. Cette volonté de je suis pas sûr que je peux dire, j'ose pas. Ça m'a plus retenu que le regard des autres, en fait. Et il y a des fois où j'ai pris des postes de responsabilité et on m'a dit finalement te voilà. Il aurait pu avoir un risque de dire écoutez, je suis le fils du patron, donc. Ça aurait pu, mais c'était pas ma vision. Et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui font les métiers héroïques dans nos maisons tous les jours. L'avantage de nos métiers de dirigeants, c'est que la variété de ce que tu vois dans les problématiques, moi qui ai peur de la routine et de l'enfermement, ça correspond bien à ça. Et donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment peaufiner leur activité jusqu'à ce que ça devienne un art en refaisant presque tous les jours la même chose. Ça aurait été différent si tu n'avais pas connu cette expérience entrepreneuriale, cet échec. C'est sûr. Je ne serais pas venu avec la même attitude. Et puis aussi, ça m'a donné un vernis de restauration. Tu vois, qui est une des bases de notre métier, une des parties techniques de notre métier. Ouais. C'est intéressant que tu en parles aussi librement. Dans les choses qui m'ont construit comme ça, se faire coacher, aller voir des psys, toutes les manières en fait de s'augmenter, le fameux développement personnel que j'ai intégré assez fort dans mes études aux États-Unis. Tu vois, je me souviens du dean de mon université qui, le premier jour de cours, écrit sur le tableau noir à la craie, Never let your schooling interfere with your education. En disant, vous êtes là, passez 4 ans pour vous éduquer, et notre université, c'est la partie écolage de votre éducation. Mais profitez de ces 4 années pour vous éduquer sur tous les domaines, etc. Et il a fini en disant... c'est un système de notation par lettres, et il disait les étudiants qui ont A travaillent souvent pour des patrons d'étudiants qui ont eu B dans des boîtes qui appartiennent à des étudiants qui ont eu C. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir des raisons pour lesquelles tu as eu C. Si parce que tu as fait du sport, tu as été vendeur, tu as eu 2 jobs, tu as fait, etc. Et qu'en même temps, en parallèle, dans tes études, tu as quand même réussi à obtenir ce type de notes, tu t'es augmenté en tant qu'individu, tu as pris en main ton éducation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, cette séance de dire, en fait, l'école, comme le job, en fait, comme il y a des gens qui... dans leur job de manager, en fait, le voient que par la petite lorgnette, alors que c'est une opportunité de grandir, qu'il faut prendre les échecs, qu'il faut réfléchir, qu'il faut synthétiser les enseignements de toute expérience. Bref, tout ce travail-là qui, à la fin, permet de prendre le leadership parfois sur des gens ou des situations sans avoir l'expérience technique. On n'est pas obligé de venir par la technique, en fait, à des positions de leadership. Par contre, ça demande une certaine conscience de l'environnement, de ce qui s'est passé, de quels enjeux on peut en tirer, comment on peut faire mieux pour le futur.
Et je pense que ça, c'est vraiment une approche globale du leadership qu'on se doit de cultiver, que j'ai en tout cas essayé de cultiver. Il y a eu un moment de stress, un moment de se dire c'est bon, on va plier. Ouais, nos actionnaires nous ont dit, écoutez, faites ce que vous pouvez, mais pour nous, on met une croix sur la participation. Pour remettre un peu de contexte, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ralenti pendant le Covid. Nous, qui sommes une entreprise de frais fixes, on a eu l'interdiction de faire notre métier dans tous nos pays en même temps, à une semaine d'intervalle. C'était d'abord l'Italie, puis la France, l'Allemagne. Et donc notre métier est devenu illégal. Et donc on n'est pas passé de 100% à 70%, on est passé à zéro. Zéro chiffre d'affaires pendant 17 mois. 100%, zéro. Avec 2000 personnes à payer et les loyers où les États n'ont pas voulu statuer sur les loyers. L'Allemagne a fait un super travail, mais la France n'a pas voulu statuer sur les loyers. Et donc on avait ces deux forts poids. Et c'est là où j'étais ravi de ne pas être un jeune dirigeant aux commandes, mais d'avoir quelqu'un blanchi sous le harnais. Et mon père a tout de suite vu. Et moi, ça m'a impressionné, mais il m'a dit il faut qu'on économise, il faut qu'on arrive à ne pas payer les loyers. Mais par contrat, on doit payer les loyers. Tu vois, tout le monde dans la boîte, le département immobilier, patronne du juridique, tout le monde vient de dire en disant mais on ne peut pas ne pas les payer. Mais ton rôle en tant que dirigeant, c'est pour ça que je parlais c'est aussi de savoir quand est-ce que tu dois crosser les lignes. Et donc, on a la chance d'avoir eu des relations de partenaires avec nos propriétaires depuis longtemps. Et à l'époque, on avait 56 propriétaires différents. De la famille qui a son château depuis 1000 ans en Allemagne à une SCPI qui avait acheté plusieurs châteaux. Et donc, on est allé les voir en leur disant on ne peut pas payer. Et on a négocié et on a trouvé des accords à l'amiable avec 100% de nos propriétaires. Ceux qui ont accepté de passer en full variable, et donc on a accepté de leur rendre plus tard. Bref, on a réussi à trouver des accords win-win de partenariat avec eux, parce qu'ils savaient que si nous on disparaissait aussi, leur château, ils avaient un problème d'exploitation. Donc on a réussi à trouver, mais ça pour moi, ça a été un grand enseignement, parce que je me suis dit, on va jamais... Quand mon père m'a dit, on va économiser 50 millions sur les loyers, je me suis dit, mais je vois pas comment, dans quel monde c'est possible. Et après, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ah bah ouais, on m'a dit que c'était pas possible, j'ai payé les loyers, ma boîte elle a coulé. Et donc j'ai compris que le rôle c'était parfois de savoir suivre les rails et parfois aussi sortir du cadre. Comment sortir du cadre. Donc ça c'est les loyers. L'autre chose c'est qu'on a une culture et un engagement des talents qui est très fort. Et ces petites unités familiales, elles ont été très résilientes pendant la crise. Les gens ont beaucoup pris soin des uns des autres, même à distance. Et donc, on a très peu perdu de gens. On a maintenu les salaires aussi. Parce qu'on a fait, nous, deux choix. On fermera aucune maison et on gardera tout le monde à bord. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler sur les propriétaires pour récupérer la trésorerie des loyers. On s'est aussi endetté. On a pris 60 millions de dettes. Et ça nous a permis de passer la crise. Tu sais, la différence entre un génie et un fou, c'est le succès. Et donc, quand on a dit, on ferme aucune maison, on garde tout le monde, etc., il y a des gens qui nous ont traités de fous. Mais quand, en 2022, le métier a reparti et tout le monde voulait faire de l'événementiel, nous, on avait tout l'inventaire de disponible et toutes les maisons étaient staffées. Et donc, on est reparti très fort et 2022 a été notre meilleure année en termes d'EBITDA. Parce qu'on a su garder tout le monde engagé. Quoi. Ouais, ça demande d'avoir le cuir épais quand même, d'avoir un peu de courage, d'avoir un peu d'audace. Mais Et puis il fallait aller le vendre aux banquiers. Moi j'avais 32 ans. C'était pas la même chose que mon père du haut de ses 70 ans qui venait leur dire voilà comment je vais le faire et voilà pourquoi je vais le faire. Il y a aussi une manière d'incarner le rôle. Hein. Mais chez nous, il y avait aussi... si je te dis toute la vérité, des raisons économiques à ça. Entre le moment où on trouve un château et le moment où on identifie un château et le moment où on l'ouvre, c'est 5 ans. Parce que notre produit n'existe pas, il faut le construire, il faut lever les fonds, il y a beaucoup de travaux, il faut trouver des salles de réunion, bref, il y a de l'administratif. Donc créer notre parc, on a 67 châteaux au bout de 30 ans sur les 80 maisons qu'on a, mais ces 67 châteaux, ça a été un travail de 30 ans.
Et donc, c'est pas parce qu'on les lâchait pour que des gens en fassent autre chose, ça allait obérer, et on allait quand même avoir la dette, ça allait obérer notre capacité à revenir dans le game. Et après, les talents pour le coup, maintenir les salaires et garder tout le monde à bord, ça c'est une volonté de. Je te disais, on s'organise en famille comme un business et on traite nos business comme une famille. Moi, je me voyais pas faire des choix sur la grande famille de Château-Fort. Ouais. Il y a eu d'autres moments dans la vie de l'entreprise où tu as eu des vraies difficultés à gérer, des vrais problèmes. On a plein d'autres problème moins... Là, c'était la guerre totale, si tu veux, la kryptonite de notre business. Notre business est devenu illégal. Après, épisodiquement, on a des situations sur des lieux où... Mais j'ai plaisir, moi, à résoudre ces problèmes et à transformer l'entreprise, à rappeler à l'entreprise que c'est le changement qui est la norme. C'est la stabilité qui est l'exception. Et donc là, par exemple, historiquement, les clients adorent nous confier leurs séminaires par téléphone. Parce que on décharge une assistante. Il y a quelqu'un, souvent, à l'organisation d'un séminaire, il y a quelqu'un qui joue un peu son poste, qui joue un peu... en tout cas, l'enjeu est fort, tu vois. J'organise le séminaire de la direction 2, j'organise mon équipe, c'est ma start-up. Donc, il y a des enjeux. Et donc, les gens, ils veulent être au téléphone avec quelqu'un pour pouvoir décharger une partie de ça et sentir que... mon problème a été pris en charge par quelqu'un. On va s'occuper de... Ouais. On a maintenu ce modèle, je pense, longtemps, parce que les gens aimaient à ce point. Moi, je pressens, là, je vois qu'on a besoin de se digitaliser sur la manière de cette prise en charge, tout en sachant rassurer. Ce qu'on ne sait pas bien faire aujourd'hui par email ou en formulaire, plateforme, site web, bref. Cette digitalisation de notre commerce... aujourd'hui, j'ai pas trouvé c'est un de mes vrais enjeux. Est-ce qu'il y a des sujets de préoccupation particuliers ? Est-ce qu'on a finalement tous les mêmes qui sont liés à le recrutement, la pérennité de l'entreprise à 5 ans Il y a la variabilisation de mon entreprise. Donc je cherche une parade au beau parce que aujourd'hui j'ai 78 millions de loyers à payer. C'est énorme et c'est pas flexible. Et donc quand le monde varie autant qu'il varie en ce moment, et notamment sur le chiffre d'affaires, avoir des engagements comme ça, c'est compliqué. Donc, je cherche comment bien variabiliser mes loyers et j'ai une réflexion sur comment rendre les gens plus acteurs. Tu vois, je te parlais de mes couples d'hôtes, tu peux parler de franchise. Je cherche le bon modèle pour faire en sorte qu'ils soient encore plus chez eux. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir avec des gens qui comprennent vraiment tous les enjeux, parce que finalement, ils sont chez eux. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui à ça, mais en fait, donner à l'entreprise la capacité d'être plus flexible. Parce que justement, il faut... Donc ça m'obsède. Et en fait, il y a aussi ce truc, tu vois, Inside, c'est une manière de conjuguer nos savoir-faire différemment, complètement différemment. C'est un autre processus de vente, c'est un autre besoin des clients, mais ça se base sur notre force de gestion humaine, d'adaptabilité et des métiers d'hospitalité. Et donc ça, je trouve, c'est intéressant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me dédier plus sur cette partie-là, parce que je sens que ça va être un des vecteurs de transformation de l'entreprise. Donc le développement d'Inside, d'amener ton savoir-faire, pas uniquement dans tes châteaux, mais ailleurs. Je réalise aussi, tu vois, là, tu parlais de ma relation avec mon père, qu'il y a ce travail d'endosser le manteau, de penser à toutes ces évolutions en permanence. C'est un travail sur lequel j'ai été assez protégé. J'ai pu passer du temps sur tous mes sujets opérationnels. Et maintenant, surtout quand on est une entreprise familiale, il y a moi, mais il n'y a pas que moi. J'ai mes frères aussi qui sont tous entrepreneurs dans leurs autres entreprises, mais on a un actionnariat croisé. Et la question, c'est... j'ai embarqué toute ma famille aussi dans cette aventure. Comment est-ce que je la pérennise sur le très long terme ? Et donc, comment je la flexibilise ? Comment je continue à lui trouver une place dans le monde qui arrive ? Comment tu la rends plus résiliente, quoi. Ouais. Tu te considères quelqu'un de stressé ? J'ai la chance que mon chemin personnel ait été, depuis assez longtemps, déjà assez philosophique. Différentes expériences dans la vie ont fait que je me suis... intéressé à beaucoup de sujets, j'ai pratiqué la méditation de manière intense, donc je me suis ouvert sur la spiritualité, j'ai compris que le monde était aussi plus ésotérique que ce qu'on voit, et j'espère que ça m'a donné une capacité de résistance au stress, ou en tout cas de savoir vraiment compartimentaliser les moments. Oui, je suis quelqu'un stressé, mais c'est pas un stress qui se voit.
C'est un stress qui est très enfoui. Et qui te bloque pas. Je pense pas que ça me bloque. Par contre, je te donne un autre. Les moments où je suis stressé, je deviens plus terne. Je suis moins brillant, moins pétillant, mais je perds mon clin d'œil, mon humour, un peu de lumière. Ouais. La solitude, c'est quelque chose que tu ressens? La solitude du dirigeant. Comme je suis très décomplexé de par mon parcours de développement personnel sur les psys, les coachs, etc., j'anime aussi des cercles d'entrepreneurs où on agit comme un board personnel les uns pour les autres. Et donc, c'est du co-développement avec une méthode, mais c'est quoi? Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Moi, en ce moment, c'est ça, c'est ma femme, c'est mon recrutement. Attends, mais t'as parlé à tel. Donc, je fais ça avec mes frères et je fais ça aussi dans différents groupes d'entrepreneurs. Et je suis extrêmement transparent sur mes problématiques parce que l'intelligence collective m'a montré dans ma vie que elle est infiniment plus puissante que mon intelligence à moi. Est-ce que tu te formes encore? Je pratique beaucoup le vis ma vie. Donc, je vais à la rencontre d'entrepreneurs sans enjeu. Je peux passer une après-midi avec toi, j'adorerais voir comment tu fais, parce que moi j'ai un vrai apprentissage de terrain, je suis pas très scolaire comme garçon. Et donc passer un après-midi avec un entrepreneur, le voir faire son comité de direction ou son truc, ça me donne 1000 idées, et à part ça, je lis, j'essaie de me cultiver comme tout le monde, mais je me mets un point d'honneur parce qu'en plus j'y retiens une satisfaction personnelle énorme d'aller sur le terrain, voir comment des gens font leur métier de dirigeant. Tu l'as déjà fait, ça? Ouais. Typiquement, aller dans un comité de direction d'une autre boîte, juste pour voir comment il animait les ordres du jour, Exact. etc. Je fais ça assez souvent, j'essaye de faire ça régulièrement. J'ai fait ça... déjà, on le fait entre frères régulièrement, puisqu'on tourne, on va chacun voir, faire du feedback. Je t'ai trouvé bon, je t'ai trouvé moins bon. Mais oui, je vais assez régulièrement. Et puis, je me fais coacher. Tu as des personnalités inspirantes autour de toi, des gens ou des rôles modèles, des gens où tu te dis, tiens, ça c'est le mode, voilà, c'est le leader que je voudrais être. Comme je passe pas mal de temps à faire ça, j'en ai plein. Ouais. Mais un qui est connu en ce moment de par la brillance de son parcours, c'est Vincent Klingbeil de European Digital Group. Qui est un très très bon copain et avec qui j'ai passé beaucoup de temps, tu vois, à le voir manager, à comprendre comment il faisait, parce qu'il a eu la grande générosité de m'inviter avec lui, et donc quand j'ai besoin d'un coup de mou, je peux l'appeler et aller voir comment il fait, aussi profiter de ses conseils. Et lui, il m'a inspiré sur aussi parce qu'il a construit un groupe d'entrepreneurs, mais qu'il a réussi à intégrer sans perdre tous ses entrepreneurs. Et ça c'est vraiment un fil rouge pour moi, parce que je trouve qu'il n'y a pas de motivation plus profonde que celle où tu es sûr de rouler pour toi. Et la famille Ricard, à travers Alexandre Ricard, et ce que Pernod Ricard a réussi à faire, ils m'ont invité à un événement, enfin à plusieurs événements, dont un où tous leurs partenaires sont venus, et c'était des familles d'entrepreneurs des 4 coins du monde qui œuvrent ensemble pour leur bien commun à travers le groupe Pernod Ricard. J'ai trouvé ça merveilleux de réussir à intégrer ces cultures, ces gens, ces intérêts différents, en réussissant à aligner tout le monde. Et c'est moi ça qui me... Tu vois, quand je te parlais d'aventure humaine, comment je fais en sorte que chacun se sente maître de son bateau et que chacun vive des aventures où les alignements ne sont pas vus comme des contraintes, mais vraiment comme des manières comme des leviers de puissance, quoi. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir été avec moi pendant cette heure. Tu vois, j'ai appris plein de choses, même si tu vois, on avait préparé l'enregistrement, mais et notamment des anecdotes que j'ai trouvé très inspirantes. Je te souhaite le meilleur pour Château Forme. Merci beaucoup. Merci pour ta franchise et ta transparence. Et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Benjamin. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.